En 1870, deux hommes dominent l'Europe. D'un côté, Napoléon III, 62 ans, rongé par la maladie de la pierre qui lui cause d'atroces douleurs. De l'autre, Otto von Bismarck, 55 ans, ministre-président de Prusse depuis 1862. Leur affrontement va redessiner la carte de l'Europe et faire naître un empire allemand qui bouleversera l'équilibre continental pendant près d'un siècle. Louis-Napoléon Bonaparte n'est pas né empereur. Neveu du grand Napoléon, il passe une bonne partie de sa jeunesse en exil. Dès 1815, à 7 ans seulement, il vit en Suisse avec sa mère Hortense. Il apprend l'anglais, l'allemand, l'italien. Il connaît l'Europe de l'intérieur, celle des cours et des salons, mais aussi celle des complots et des prisons. En 1836, il tente un premier coup d'État à Strasbourg. L'échec est total. En 1840, nouvelle tentative à Boulogne. Même résultat. Il est condamné à l'emprisonnement au fort de Ham, dont il s'évade en 1846 déguisé en ouvrier maçon. La révolution de 1848 change tout. Louis-Napoléon rentre en France, se fait élire représentant du peuple, puis président de la République en décembre. Le 2 décembre 1851, il organise un coup d'État. Un an plus tard, jour pour jour, il restaure l'Empire. Napoléon III a 44 ans. Il règne désormais sur la France. Sa politique étrangère repose sur une idée fixe, le principe des nationalités. Chaque peuple doit pouvoir choisir son destin. En 1854, il s'engage aux côtés des Britanniques dans la guerre de Crimée contre la Russie. Le Congrès de Paris de 1856 consacre sa victoire. La France retrouve une place centrale en Europe après 40 ans d'isolement diplomatique. En 1859, il aide le royaume de Sardaigne contre l'Autriche. La victoire de Solferino permet la réunion de la Lombardie au Piémont. En échange, la France récupère Nice et la Savoie en 1860. L'unité italienne se construit sous ses yeux, avec son appui. Mais cette politique a un coût. Le Mexique se transforme en catastrophe. Entre 1861 et 1867, l'armée française combat pour installer Maximilien de Habsbourg sur le trône. Les États-Unis menacent d'intervenir. Napoléon III rapatrie ses troupes. Maximilien est fusillé en juin 1867. Le prestige impérial en prend un coup sérieux. De l'autre côté du Rhin, Bismarck construit méthodiquement sa puissance. Né le 1er avril 1815 dans une famille de Junkers, cette petite noblesse prussienne conservatrice et militariste, il ne ressemble en rien à Napoléon III. Là où l'empereur français rêve de principes et de nationalité, le Prussien pratique la realpolitik, le pragmatisme politique le plus brutal. Bismarck se fait un nom en défendant, depuis les bancs conservateurs, les intérêts des Junkers. Il devient député en 1849, puis ambassadeur à Francfort, Saint-Pétersbourg et Paris. Le 23 septembre 1862, le roi Guillaume Ier, confronté à une grave crise politique, le nomme ministre-président. Bismarck a 47 ans. Son premier discours au Landtag marque les esprits. Les grands problèmes de l'époque ne seront pas résolus par des discours et des votes à la majorité, mais par le fer et le sang. Il ne s'agit pas d'une formule creuse. Bismarck pense chaque mot. Pour unifier l'Allemagne autour de la Prusse, il faut éliminer deux obstacles. L'Autriche au sud, qui prétend diriger le monde germanique, et la France à l'ouest, qui ne peut accepter un puissant État allemand à ses frontières. En 1864, Bismarck déclenche la guerre contre le Danemark pour les duchés du Schleswig et du Holstein. Victoire prussienne. 2 ans plus tard, en 1866, il provoque l'Autriche. Le 3 juillet, à Sadowa, l'armée prussienne écrase les Autrichiens. La victoire remportée sur l'Autriche à l'été 1866 modifie l'équilibre des puissances en Europe. L'Autriche est exclue d'Allemagne. Le 15 décembre 1866, Bismarck crée la Confédération d'Allemagne du Nord, regroupant 21 États sous domination prussienne. Il manque les grands États du Sud, la Bavière, le Bade, le Wurtemberg. Ces royaumes se méfient de la Prusse, jaloux de leur particularisme. Bismarck comprend qu'il faut un ennemi commun pour les rallier. Cet ennemi sera la France. En 1868, une révolution chasse la reine Isabelle II d'Espagne. Le trône de Madrid devient vacant. Les Cortés cherchent un nouveau souverain. Bismarck voit immédiatement l'opportunité.
Il pousse discrètement la candidature de Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen, cousin catholique du roi Guillaume Ier de Prusse. L'affaire se prépare dans le secret. Bismarck envoie plusieurs émissaires en Espagne. En février 1870, le général Prim, homme fort du gouvernement espagnol, se rallie au projet. En juin, Guillaume Ier donne son consentement. Tout semble en place. Le 3 juillet 1870, la nouvelle parvient à Paris. L'effet est immédiat. Le duc de Gramont, ministre des Affaires étrangères de Napoléon III, explose. Il déclare violemment que cette candidature est inacceptable. La France se sentirait encerclée, avec des Hohenzollern en Espagne au sud et en Prusse à l'est. C'est l'empire de Charles Quint qui renaît. L'opinion publique française s'embrase. Dans les rues de Paris, on crie « À Berlin !» La presse nationaliste réclame la fermeté. Le gouvernement français exige le retrait immédiat de la candidature. Face à la pression, le prince Léopold renonce le 12 juillet. Bismarck voit son plan s'effondrer. Il envisage même de démissionner. Mais Gramont et l'entourage de Napoléon III, poussés par l'impératrice Eugénie et les bonapartistes autoritaires, veulent humilier la Prusse. Ils ne se contentent pas de cette victoire diplomatique. L'ambassadeur de France, Benedetti, reçoit l'ordre de rejoindre le roi Guillaume Ier qui prend les eaux à Ems, station thermale prussienne. Sa mission ? Obtenir du roi une garantie écrite que la candidature Hohenzollern ne sera jamais renouvelée. C'est exiger un engagement solennel, une promesse d'obéissance. Le 13 juillet, Guillaume Ier refuse poliment mais fermement. Il informe Benedetti qu'il n'a rien à ajouter à la renonciation du prince. L'entretien se termine courtoisement. Le conseiller du roi envoie un télégramme à Berlin pour informer Bismarck de la rencontre. Ce soir-là, Bismarck dîne avec Moltke, chef d'état-major de l'armée, et Roon, ministre de la guerre. Le chancelier est déprimé. Son plan a échoué. Le télégramme d'Ems arrive pendant le repas. Bismarck le lit attentivement, puis il prend un crayon. Il coupe certaines phrases, en réécrit d'autres. Il réduit le texte, supprime les formules aimables, durcit le ton. La dépêche originale racontait une conversation courtoise. La version Bismarck donne l'impression d'un affront, d'un refus sec et méprisant du roi face aux exigences françaises. Le lendemain 14 juillet, Bismarck publie sa version tronquée dans tous les journaux allemands et l'envoie aux ambassades européennes. L'effet est immédiat. À Paris, on parle d'insultes intolérables. À Berlin, on se réjouit de la fermeté du roi. Les nationalismes s'enflamment de part et d'autre du Rhin. Napoléon III hésite toute la journée du 14 juillet. Il sait que l'armée française n'est pas prête. Le maréchal Niel, son ministre de la guerre, est mort en août 1869. Son successeur, le maréchal Leboeuf, a renoncé à créer une véritable garde mobile. Les réformes militaires votées en 1867 ont été sabotées par les députés. L'armée conserve les caractéristiques du Premier Empire, sans modernisation profonde. Mais la pression est trop forte. L'opinion publique réclame la guerre. Les députés font de la surenchère belliciste. Si le gouvernement recule, il sera renversé. Leboeuf assure d'ailleurs que tout est prêt, que la victoire est certaine. Il suffit de mobiliser rapidement. Le 15 juillet, le Conseil des ministres se réunit. Napoléon III avait laissé passer l'occasion de mettre à niveau son instrument militaire. Il le regretta l'année suivante. Mais il est trop tard. Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Confédération d'Allemagne du Nord. Bismarck triomphe. Exactement ce qu'il attendait. Les États du sud de l'Allemagne, liés par des traités de défense à la Prusse, se mobilisent immédiatement. La Bavière, le Bade, le Wurtemberg rejoignent le combat. Pour la première fois, tous les Allemands combattent ensemble contre un ennemi commun. L'unité se forge dans le feu. La guerre commence mal pour la France. Le 2 août, l'armée française remporte une victoire facile à Sarrebruck. C'est la seule bonne nouvelle. Dès le 6 août, 2 défaites majeures changent la donne. À Fröschwiller-Wörth, le maréchal MacMahon est battu. L'Alsace est perdue. À Forbach-Spieckeren, autre défaite. La Lorraine est envahie. Napoléon III prend personnellement le commandement de l'armée le 28 juillet, accompagné du prince impérial. Mais sa maladie le handicape terriblement. Il souffre atrocement. Il ne peut diriger efficacement les opérations. Il n'est qu'un spectateur impuissant du désastre qui se déroule.
L'armée française manque de tout. Les effectifs sont insuffisants. 265 000 hommes sur un front de 250 km contre plus de 400 000 Allemands. L'organisation est chaotique, les ordres et contre-ordres se succèdent. Les corps d'armée ne savent pas où aller. Entre le 14 et le 18 août, une série de batailles autour de Metz se solde par des défaites françaises. Raisonville, Mars-la-Tour, Gravelotte, Saint-Privat. Le maréchal Bazaine se retrouve encerclé dans Metz avec 170 000 hommes. Il ne tentera aucune sortie sérieuse. Certains murmurent qu'il songe déjà à se rendre. MacMahon reçoit l'ordre de marcher au secours de Bazaine. Son armée, dite de Chalon, compte environ 120 000 hommes et 560 canons. Elle part le 23 août en direction de Metz. Mais Moltke, informé par la presse française des intentions ennemies, réoriente rapidement ses forces vers le nord. La 3e armée prussienne sous le prince héritier Frédéric Guillaume et la 4e armée sous le prince Albert de Saxe convergent vers MacMahon. Les Français sont suivis, harcelés, traqués. Le 30 août, le 5e corps français est battu à Beaumont. MacMahon décide alors de se replier sur Sedan, petite ville fortifiée proche de la frontière belge. C'est une erreur fatale. Sedan se trouve dans une gigantesque cuvette entourée de collines. Seulement 2 défilés permettent d'en sortir, vers Mézières à l'ouest et Carignan à l'est. C'est un piège naturel. Le général Ducrot conseille à MacMahon de concentrer toutes les troupes au nord, adossées à la frontière belge, pour pouvoir filer vers Mézières si nécessaire. MacMahon refuse. Nous ne sommes pas ici pour nous éterniser. Le 31 août, les Allemands commencent l'encerclement. Ils occupent les hauteurs dominant Sedan. Le 1er septembre, au petit matin, 200 000 soldats allemands, avec 780 canons, bordent les collines. En contrebas, 120 000 Français et 560 canons sont pris au piège. À 4 heures du matin, les Bavarois attaquent Bazeilles, village au sud-est de Sedan. Les marsouins de la division bleue résistent héroïquement, mais les Allemands progressent maison par maison. À 7 heures, MacMahon est grièvement blessé à la cuisse par un éclat d'obus. Il abandonne le commandement. C'est le début du chaos. Le général Ducrot prend la succession, puis doit s'effacer devant le général de Wimpfen, plus ancien en grade et muni d'un ordre écrit du ministre. Cette succession de commandants provoque ordres, contre-ordres et tergiversations. Personne ne sait vraiment quelle stratégie suivre. Napoléon III est présent avec l'armée, mais ne se mêle pas des opérations militaires. Il observe, impuissant, malade, le désastre se dérouler. L'artillerie allemande pilonne méthodiquement les positions françaises depuis les hauteurs. Les obus pleuvent, les pertes s'accumulent. La cavalerie française tente des charges désespérées pour percer l'encerclement. Le général Marguerite lance ses chasseurs d'Afrique dans une attaque suicidaire à Flowing. Les canons allemands les fauchent par centaines. Marguerite est mortellement blessée. Les charges se succèdent, héroïques et inutiles. L'encerclement se resserre. Vers midi, la jonction des armées allemandes est complète. Les Français sont entièrement cernés. L'artillerie allemande commence un bombardement systématique. Sedan elle-même est pilonnée. Les troupes françaises, refoulées vers les remparts, subissent un déluge de feu. Vers 16 heures, pour en finir, le roi Guillaume fait bombarder la ville directement. Les obus tombent sur les maisons, les rues, les places. C'est l'enfer. Vers 18 heures, les combats cessent. L'armée française est désorganisée, terriblement éprouvée. Environ 3 000 morts, 14 000 blessés. Napoléon III comprend que continuer est inutile. Il fait hisser le drapeau blanc sur la citadelle. Il envoie un officier auprès de Guillaume Ier avec un message simple. « N'ayant pu mourir à la tête de mes troupes, il ne me reste qu'à remettre mon épée entre les mains de votre majesté. » Le lendemain matin, 2 septembre, Napoléon III monte en calèche et se rend au quartier général prussien à Donchery. Bismarck l'attend. La rencontre a lieu dans une modeste maison. Les 2 hommes se connaissent. Bismarck a été ambassadeur à Paris en 1862. L'entrevue est brève et froide. Bismarck refuse de négocier un armistice avec l'empereur. Seul le gouvernement de Paris peut traiter de la paix. Napoléon III n'est plus qu'un prisonnier sans pouvoir. De Wimpfen vient ensuite négocier la capitulation avec Moltke et Bismarck.
Les conditions sont impitoyables. Toute l'armée est prisonnière. Plus de 80 000 hommes. Tout le matériel est livré aux vainqueurs. Les prisonniers français sont entassés sur la presqu'île d'Igesse, près de Sedan. On l'appellera le camp de la misère. Napoléon III est emmené au château de Wilhelmshöhe en Allemagne. Il n'est plus empereur. Il ne reverra jamais la France. À Paris, la nouvelle de Sedan arrive le 3 septembre. L'effet est dévastateur. Le 4 septembre, la foule envahit le corps législatif. Léon Gambetta proclame la déchéance de l'empereur et la République. Un gouvernement de défense nationale se forme, présidé par le général Trochu. 22 ans de Second Empire s'effondrent en quelques heures. Mais la guerre continue. Bismarck réclame l'Alsace et la Lorraine comme prix de la paix. Le gouvernement républicain refuse. Le 18 septembre, les troupes allemandes dressent le siège de Paris. La capitale est coupée du monde. Gambetta quitte Paris en ballon le 7 octobre pour organiser la résistance en province. Il lève une nouvelle armée de 600 000 hommes composée de réguliers, de mobiles et de francs-tireurs. Des armes sont achetées à l'étranger. La marine participe aux opérations terrestres. Le 9 novembre, l'armée de la Loire bat les Prussiens à Coulmiers et reprend Orléans. C'est un espoir éphémère. Les Allemands contre-attaquent, reprennent Orléans début décembre. Les armées françaises improvisées ne peuvent rivaliser avec les troupes prussiennes aguerries. Paris souffre. Le froid, la faim, les bombardements. Les Parisiens mangent les chevaux, puis les chiens, les chats, les rats. On abat les animaux du zoo. Le lion et l'éléphant finissent en rôti. L'hiver 1870 à 1871 est terrible. Bazaine capitule à Metz le 27 octobre avec ses 170 000 hommes. Pas un coup de feu tiré pour tenter une sortie. Cette reddition libère des troupes allemandes qui peuvent ne concentrer ailleurs. Les tentatives de percer depuis Paris échouent les unes après les autres. Le 28 janvier 1871, Paris capitule. L'armistice est signé. Les Allemands ont gagné. Le bilan humain est lourd, près de 200 000 morts en 6 mois, dont environ 140 000 Français. Mais surtout, environ 425 000 combattants français sont détenus en Allemagne, certains ne revenant que plusieurs mois après la fin de la guerre. Pendant ce temps, Bismarck parachève son œuvre. Les victoires militaires ont électrisé les sentiments nationaux allemands. Les États du Sud acceptent leur rattachement à la Confédération, moyennant quelques droits spéciaux. La Bavière et le Wurtemberg obtiennent des concessions, mais rejoignent l'ensemble. Fin novembre 1870, Bismarck demande au roi Louis II de Bavière de proposer la couronne impériale à Guillaume Ier. Louis II, fier de sa propre dynastie, hésite. Bismarck le convainc avec de l'argent, beaucoup d'argent. Le roi bavarois finit par écrire une lettre, rédigée par Bismarck, demandant à Guillaume Ier de restaurer la dignité impériale allemande. Guillaume Ier n'est pas enthousiaste. Il voit cette promotion comme un abaissement. Échanger la brillante couronne prussienne contre la crasseuse couronne allemande ne le réjouit pas. Mais Bismarck insiste. L'occasion est unique. L'Allemagne unie se tient à portée de main. Le 18 janvier 1871, dans la galerie des glaces du château de Versailles, en territoire français occupé, Guillaume Ier est proclamé empereur allemand. Les princes allemands sont rassemblés. L'unité se fait sous l'égide de la Prusse. Le Deuxième Reich est né, 65 ans après la dissolution du Saint-Empire romain germanique. Bismarck est au sommet. Il devient chancelier de l'Empire allemand. Son plan s'est réalisé parfaitement. 3 guerres en 7 ans, contre le Danemark en 1864, contre l'Autriche en 1866, contre la France en 1870. À chaque fois, victoire prussienne. À chaque fois, agrandissement du territoire et du pouvoir. Sans Iéna, pas de Sedan, dira-t-il. La défaite prussienne de 1806 face à Napoléon Ier est vengée. Le traité de Francfort est signé le 10 mai 1871. Les conditions sont dures pour la France. L'Alsace et une partie de la Lorraine sont annexées à l'Empire allemand. Une indemnité de guerre de 5 milliards de francs or doit être payée. Les troupes allemandes occuperont le territoire jusqu'au paiement complet. La blessure est profonde. L'amputation de l'Alsace-Lorraine marque durablement la conscience nationale française. Des centaines de milliers d'Alsaciens et de Lorrains choisissent de rester français et quittent leur terre natale. Un esprit de revanche naît,
qui perdurera jusqu'en 1914. Napoléon III quitte l'Allemagne en mars 1871. Il rejoint l'impératrice Eugénie en Angleterre. Il s'installe à Chislehurst, dans le Kent. Sa santé continue de se dégrader. Les médecins l'opèrent 2 fois de la pierre. La deuxième opération, le 9 janvier 1873, se passe mal. Il meurt 3 jours plus tard, le 9 janvier 1873, à 64 ans. L'homme qui avait restauré l'Empire français, modernisé Paris avec Haussmann, développé les chemins de fer et l'industrie, soutenu les nationalités en Europe, s'éteint en exil comme son oncle. Sa dépouille repose dans une crypte en Angleterre. Il ne reviendra jamais en France, même mort. Bismarck, lui, règne sur l'Allemagne pendant près de 20 ans encore. Il domine la politique européenne avec son système d'alliances. Il isole diplomatiquement la France. En 1872, il organise l'entente des 3 empereurs avec l'Autriche et la Russie. En 1882, il crée la Triple Alliance avec l'Autriche-Hongrie et l'Italie. À l'intérieur, il combat l'Église catholique avec le Kulturkampf, tentant de soumettre les catholiques à l'État. Il réprime les socialistes avec des lois d'exception, tout en créant un système de protection sociale pour couper l'herbe sous le pied aux révolutionnaires. Assurance maladie, accident du travail, vieillesse. Bismarck invente l'État-providence conservateur, mais en 1888, Guillaume Ier meurt à 91 ans. Son petit-fils Guillaume II monte sur le trône à 29 ans. Le jeune empereur veut gouverner seul. Il ne supporte pas l'ombre du vieux chancelier. Les tensions s'accumulent. En mars 1890, Bismarck est contraint de démissionner. Il a 75 ans. Il se retire dans ses terres à Friedrichsruhe. Il écrit ses mémoires, Pensées et souvenirs, où il règle ses comptes et façonne sa légende. Il critique violemment la politique de Guillaume II. Il meurt le 30 juillet 1898 à 83 ans, 2 mois après avoir refusé de recevoir l'empereur qui voulait se réconcilier. L'Allemagne qu'il a créée lui survivra 15 ans. En 1914, elle se lancera dans la guerre qui détruira l'ordre européen et mènera finalement à sa propre destruction en 1918. Le Deuxième Reich s'effondrera après seulement 47 ans d'existence, victime de l'hubris impérialiste que Bismarck avait contribué à créer. Le choc entre Napoléon III et Bismarck a redessiné l'Europe. L'Allemagne unifiée devient la première puissance continentale. Son poids démographique, économique et militaire écrase tous ses voisins. L'équilibre de Vienne, qui avait maintenu la paix relative pendant 50 ans, est mort. La France, humiliée, traumatisée, vit dans l'obsession de la revanche. Les manuels scolaires de la Troisième République enseignent aux enfants à haïr l'allemand. Les cartes de France montrent l'Alsace-Lorraine en noir, territoire perdu qu'il faut reconquérir. Des généraux comme Joffre, Foch, Gallieni, qui commanderont en 1914, ont combattu en 1870. Ils ont connu la défaite. Ils veulent la victoire. Bismarck avait réussi son pari, unifier l'Allemagne par la guerre. Mais en annexant l'Alsace-Lorraine, il a rendu impossible toute réconciliation franco-allemande. Il l'a reconnu lui-même plus tard. Cette erreur empoisonnera les relations entre les 2 pays pendant près d'1 siècle. Le système bismarckien d'alliance ne survivra pas à son créateur. Guillaume II laissera périmer le traité de réassurance avec la Russie en 1890. La Russie se rapprochera de la France, créant l'alliance franco-russe de 1894. L'Europe se divisera en 2 blocs antagonistes qui s'affronteront en 1914. La guerre de 1870 n'est pas seulement un conflit franco-allemand, c'est le moment où l'Europe bascule. L'équilibre ancien disparaît, les nationalismes se déchaînent, les armements se multiplient, la course à la puissance s'accélère. Le concert européen cède la place à un système d'alliances rigide, où la moindre étincelle peut provoquer l'incendie général. Napoléon III voulait une Europe des nationalités, où chaque peuple choisirait son destin. Il a contribué à l'unité italienne, soutenu les nationalités balkaniques, aidé la Roumanie à naître. Mais il n'a pas vu venir le danger allemand. Il a sous-estimé Bismarck, sa détermination, sa ruse, sa capacité à manipuler les événements. Bismarck, lui, ne croyait pas aux principes. Il croyait à la force, aux intérêts, à la réelle politique. Il a joué aux échecs quand Napoléon III jouait au poker.
Il a calculé froidement quand l'empereur français improvisait. Il a tendu un piège avec la candidature Hohenzollern, et la France y est tombée tête la première. Le duel entre ces deux hommes symbolise aussi le choc de deux conceptions du pouvoir. Napoléon III représente le souverain visionnaire mais indécis, généreux mais imprévoyant, ouvert au monde mais mauvais tacticien. Bismarck incarne le chef pragmatique et brutal, sans scrupules mais efficace, cynique mais cohérent. La victoire de Bismarck en 1870 n'est pas seulement militaire. C'est aussi la victoire d'une certaine conception de la politique, celle où la force prime le droit, où la ruse l'emporte sur les principes, où la fin justifie les moyens. Cette leçon sera retenue par toute une génération d'hommes d'État européens. Pourtant, l'héritage de Napoléon III n'est pas nul. Son principe des nationalités triomphera finalement en 1919, lors des traités de paix après la Première Guerre mondiale. Versailles, Saint-Germain, Trianon redessineront l'Europe selon le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'Empire austro-hongrois sera démembré. Les nations nouvelles naîtront: Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie. Le drame de 1870 porte aussi une responsabilité dans la catastrophe de 1914. Sans Sedan, pas de Deuxième Reich. Sans le Deuxième Reich, pas de course aux armements. Sans la course aux armements, peut-être pas de guerre mondiale. L'histoire ne se fait pas avec des « si », mais les enchaînements sont là, visibles, terribles. Napoléon III et Bismarck sont morts depuis longtemps, mais leur duel continue de hanter l'Europe. La question allemande, posée en 1870, ne sera résolue qu'en 1990 avec la réunification pacifique. La réconciliation franco-allemande, impossible après Sedan, ne deviendra réalité qu'après 2 guerres mondiales meurtrières. L'affrontement de 1870 révèle aussi l'importance des erreurs d'appréciation. Napoléon III a commis plusieurs fautes stratégiques majeures. Il n'a pas compris la révolution militaire prussienne. Après Sadowa en 1866, les observateurs militaires européens ont analysé la victoire prussienne. L'état-major prussien a développé une nouvelle doctrine: concentration rapide des forces par chemin de fer, commandement unifié, utilisation massive de l'artillerie, offensive à outrance. L'armée française, elle, reste figée dans les méthodes du Premier Empire. Les réformes proposées par Niel en 1867 sont sabotées par les députés qui refusent d'augmenter les effectifs et de créer une véritable réserve. La France mobilise plus lentement que la Prusse. Le service militaire français reste à 7 ans pour certains, par tirage au sort, quand les Prussiens forment rapidement des réservistes bien entraînés. Sur le plan diplomatique, Napoléon III se retrouve isolé. L'Italie, qui l'a aidé à se constituer, reste neutre. Elle n'a pas oublié que les troupes françaises protègent encore le pape à Rome. L'Autriche, battue en 1866, hésite et finalement ne bouge pas. La Russie est hostile depuis la guerre de Crimée et le soutien français à la Pologne, insurgée en 1863. La Grande-Bretagne observe avec satisfaction l'affaiblissement de son rival continental. Bismarck, au contraire, a préparé méticuleusement son isolement diplomatique de la France. Il s'est réconcilié avec l'Autriche après Sadowa, proposant des conditions de paix modérées. Il a ménagé la Russie. Il a rassuré la Grande-Bretagne sur ses intentions. Quand la guerre éclate, personne ne bouge pour aider la France. La dépêche d'Ems reste le chef-d'œuvre de manipulation politique. En quelques coups de crayon, Bismarck transforme une conversation courtoise en casus belli. Il sait que l'opinion publique française, chauffée à blanc par les journaux nationalistes, ne reculera pas devant ce qu'elle perçoit comme un affront. Il sait aussi que les États allemands du Sud, liés par les traités de 1866, devront entrer en guerre aux côtés de la Prusse si celle-ci est attaquée. Le piège fonctionne à la perfection. La France déclare la guerre, apparaissant comme l'agresseur aux yeux de l'Europe. Les Allemands se battent pour défendre leur honneur et leur territoire. La guerre, qui aurait pu être évitée par un peu de sang-froid côté français, devient inévitable par l'orgueil blessé et la pression de l'opinion. La bataille de Sedan elle-même concentre toutes les erreurs françaises. MacMahon marche au secours de Bazaine alors que celui-ci est solidement enfermé dans Metz. Il se laisse acculer dans une position intenable. Les Français combattent avec courage, mais le courage ne suffit pas face à une armée mieux organisée, mieux commandée, mieux équipée.
Les Allemands utilisent massivement leur artillerie Krupp, supérieure aux canons français. Ils coordonnent leurs mouvements grâce à un état-major efficace dirigé par Moltke. Ils appliquent les leçons de Sadowa: encercler, bombarder, écraser. Les tactiques napoléoniennes de charge frontale et de bravoure individuelle se brisent contre la puissance de feu moderne. Après Sedan, la guerre aurait pu s'arrêter. Bismarck est prêt à négocier avec Napoléon III. Mais la République proclamée le 4 septembre refuse la paix. Gambetta veut continuer la guerre à outrance. Il croit possible de reproduire les levées en masse de 1792. Il se trompe. Les armées improvisées de 1870 ne sont pas les armées révolutionnaires de 1792. Les soldats de la République ne battent pas les réguliers prussiens. Les victoires locales ne changent rien à l'issue générale. Les Allemands contrôlent le territoire, assiègent Paris, méthodiquement détruisent les forces françaises dispersées. Le siège de Paris devient un symbole. Les Parisiens souffrent, résistent, espèrent. Mais l'espoir s'amenuise. Les sorties sont repoussées. Les tentatives de percer échouent. Le froid et la faim épuisent la population. Les bombardements allemands, à partir de janvier 1871, achèvent de briser la résistance. La capitulation de Bazaine à Metz reste une tâche indélébile. Plus de 170 000 hommes se rendent sans combattre sérieusement. Certains accuseront Bazaine de trahison. Il sera jugé en 1873, condamné à mort, puis gracié. Mais son nom restera synonyme de lâcheté et de défaite. La proclamation de l'Empire allemand à Versailles constitue l'humiliation suprême. Choisir la Galerie des Glaces, symbole de la grandeur française sous Louis XIV, pour couronner Guillaume Ier empereur d'Allemagne, relève de la provocation calculée. Bismarck veut marquer les esprits. Il réussit. Le traité de Francfort scelle la défaite. Les 5 milliards de francs or représentent une somme colossale, environ 25% du PIB français de l'époque. Thiers, devenu chef du gouvernement, organise un emprunt national pour payer. La souscription est un succès. Les Français veulent libérer le territoire. Les derniers soldats allemands quittent la France en septembre 1873, 3 ans après la défaite. L'Alsace-Lorraine perd environ 1,5 million d'habitants. Sur ce nombre, environ 130 000 optent pour la France et quittent leur région natale. Ils s'installent en France ou en Algérie. Ceux qui restent deviennent citoyens allemands, souvent à contre-cœur. Des sociétés secrètes maintiennent le souvenir français. Les Alsaciens conservent leur langue et leurs traditions, résistant à la germanisation. Bismarck pense avoir résolu le problème français en affaiblissant durablement la France. Il se trompe. La défaite traumatise la nation française, mais elle la soude aussi. La Troisième République naissante se construit sur la volonté de revanche. Les budgets militaires augmentent. L'armée se modernise. La conscription universelle est adoptée en 1872. Le service militaire obligatoire devient l'école de la nation. Tous les Français passent par la caserne. On leur enseigne le patriotisme, le maniement des armes, la discipline. On leur montre les cartes avec l'Alsace-Lorraine en noir. On leur rappelle qu'il faut être prêt à reprendre les provinces perdues. Cette obsession de la revanche empoisonnera la politique française pendant 40 ans. Chaque traité, chaque alliance, chaque décision diplomatique sera jugée à l'aune de cette question. Cela nous rapproche-t-il de la récupération de l'Alsace-Lorraine ? L'alliance russe de 1894 répond à cette logique. L'entente cordiale avec la Grande-Bretagne en 1904 aussi. Bismarck, conscient du danger, multiplie les précautions. Il isole diplomatiquement la France. Il construit un système d'alliances complexes pour empêcher toute coalition anti-allemande. Il joue sur les rivalités entre puissances. Il maintient de bonnes relations avec la Russie pour éviter que celle-ci s'allie avec la France. Mais après son départ en 1890, le système s'effondre. Guillaume II abandonne la politique prudente de Bismarck. Il laisse expirer le traité de réassurance avec la Russie. Il se brouille avec l'Angleterre en lançant une course aux armements navals. Il multiplie les provocations et les discours tonitruants. La France en profite. Elle sort de son isolement. L'alliance franco-russe de 1894 change la donne stratégique. L'Allemagne risque désormais une guerre sur 2 fronts. L'entente cordiale avec la Grande-Bretagne en 1904 renforce encore la position française. En 1914, quand la crise éclate,
L'Allemagne se retrouve encerclée, situation que Bismarck avait précisément voulu éviter. La guerre de 1870 pèse lourd dans les mentalités en 1914. Les généraux français qui commandent ont été formés dans l'esprit de la revanche. Joffre a 18 ans en 1870. Foch en a 19. Gallieni en a 21. Ils ont tous connu la défaite, l'humiliation, l'occupation. Ils ont juré de ne jamais revivre cela. Cette obsession explique en partie la doctrine française de l'offensive à outrance adoptée avant 1914. Il faut effacer Sedan par l'attaque, la bravoure, l'élan. On ne prendra pas les Allemands au piège comme eux nous ont piégés. On attaquera frontalement, en force. Cette doctrine se révélera catastrophique en août 1914, causant des pertes terribles. Les Allemands, eux, gardent le souvenir d'une victoire écrasante. Leur armée est la meilleure du monde. Leur état-major est sans égal. Leur organisation est supérieure. Cette confiance excessive les pousse à sous-estimer leurs adversaires. Ils pensent que la prochaine guerre sera comme 1870, rapide, victorieuse, décisive. Le plan Schlieffen, adopté en 1905 et modifié jusqu'en 1914, prévoit une victoire en 6 semaines sur la France, comme en 1870. Les Allemands attaqueront par la Belgique, contourneront les défenses françaises, écraseront l'armée ennemie, occuperont Paris. Ensuite, ils se retourneront contre la Russie. Ce plan échouera. La guerre de 1914 ne ressemblera pas à celle de 1870. Au lieu d'une campagne rapide de 6 semaines, ce sera un conflit de 4 ans, une boucherie industrielle qui tuera des millions d'hommes. Les leçons de 1870 ne s'appliqueront plus à 1914, mais personne ne le comprend avant qu'il soit trop tard. Napoléon III meurt en exil en 1873, sans avoir pu constater l'ampleur des conséquences de sa défaite. Il ne voit pas la Troisième République s'installer durablement, alors qu'il pensait que sa dynastie reviendrait au pouvoir. Le prince impérial, son fils unique, meurt en 1879 à 23 ans lors d'une escarmouche contre les Zoulous en Afrique du Sud. La lignée Bonaparte s'éteint politiquement. Bismarck vit assez longtemps pour voir Guillaume II défaire son œuvre diplomatique. Il assiste impuissant à la montée des tensions qu'il avait su contenir. Il meurt en 1898, 16 ans avant la catastrophe de 1914. Mais il la pressent. Dans ses dernières années, il déclare « 20 ans après ma mort, tout s'effondrera ». Il ne se trompe pas. L'Allemagne qu'il a créée disparaîtra en 1918. Le Deuxième Reich s'effondrera après une défaite militaire totale. Les Hohenzollern seront chassés. L'Empire sera démembré. L'Alsace-Lorraine reviendra à la France. La Pologne renaîtra. Les provinces orientales seront amputées. Le traité de Versailles de 1919 ressemble à s'y méprendre au traité de Francfort de 1871, mais inversé. L'Allemagne doit payer de lourdes réparations. Elle perd des territoires. Elle est occupée partiellement. Elle est humiliée. Les Français, cette fois, imposent leurs conditions aux Allemands dans la même galerie des glaces où fut proclamé l'Empire allemand en 1871. Cette humiliation nourrira le ressentiment allemand. Elle facilitera l'ascension d'Hitler. Elle mènera à la Seconde Guerre mondiale. Le cycle de la violence, commencé en 1870, ne s'arrêtera qu'en 1945, après la destruction totale de l'Allemagne nazie et la mort de dizaines de millions de personnes. La guerre de 1870 entre Napoléon III et Bismarck n'est pas seulement un affrontement entre deux hommes, deux nations. C'est le début d'un engrenage qui mènera l'Europe au désastre. C'est le moment où le continent bascule dans l'ère des nationalismes exacerbés, des courses aux armements, des alliances rigides. Napoléon III voulait une Europe des nationalités libres. Bismarck voulait une Allemagne unie et puissante. Ils ont tous les deux réussi, d'une certaine manière. Mais leur succès a planté les graines de la catastrophe. Les nationalités libérées sont devenues des nationalismes agressifs. L'Allemagne unie est devenue une menace pour l'équilibre européen. Le duel entre ces deux hommes symbolise aussi le passage d'un monde à un autre. Napoléon III représente le dernier souverain de l'ancien type, héritier d'une dynastie, croyant encore aux droits divins et au prestige dynastique. Bismarck incarne le nouveau type d'homme d'État,
le technicien du pouvoir, le manipulateur froid, le praticien de la réalpolitik. La victoire de Bismarck en 1870 marque la victoire de ce nouveau style politique. Désormais, les sentiments, les principes, les idéaux comptent moins que les intérêts, la force, le calcul. Cette évolution culmine en 1914 avec une guerre qui ne repose sur aucun enjeu rationnel, mais sur la mécanique implacable des alliances et des mobilisations. Napoléon III et Bismarck sont morts. Mais leur héritage perdure. La question qu'ils ont posée en 1870, comment l'Europe peut-elle vivre avec une Allemagne unie et puissante, ne trouvera de réponse satisfaisante qu'après 1945, avec la construction européenne. La réconciliation franco-allemande, impossible après Sedan, ne deviendra réalité qu'1 siècle plus tard. Le choc des géants de 1870 résonne encore aujourd'hui. Il nous rappelle que les décisions prises par quelques hommes peuvent changer le destin de millions. Il nous montre que les guerres victorieuses portent souvent en elles les germes des guerres futures. Il nous enseigne que la force ne suffit pas à construire la paix. Napoléon III a perdu la guerre, mais, d'une certaine façon, son principe des nationalités a fini par triompher. Bismarck a gagné la guerre, mais son empire n'a duré que 47 ans. L'histoire a rendu son verdict. Ni l'un ni l'autre n'avait vraiment raison. La véritable solution était ailleurs, dans la coopération plutôt que dans l'affrontement, dans la construction commune plutôt que dans la domination. Cette leçon, l'Europe mettra presque 1 siècle à l'apprendre. Elle le fera au prix de 2 guerres mondiales, de dizaines de millions de morts, de destructions innombrables. Sedan, finalement, n'était que le premier acte d'une tragédie qui ne s'achèvera qu'en 1945. Le duel entre Napoléon III et Bismarck fut le prélude à la catastrophe européenne du XXe siècle.